Avec Jean-Denis et puis Estelle, ou je sais pas en fait, parler de Jean une minute, faire ce que tu fais magnifiquement bien à chaque fois en tant qu'animateur. Non, dire quand même que d'après mes petites archives personnelles, c'est-à-dire mes petits tiroirs, je pense que Georges est arrivé dans l'émission grosso modo en été 2004, puisqu'il y a une trace d'une émission du mercredi 4 août 2010, pardon, du mercredi 4 août 2010. Non, pas de... Mais tu les fais pas, il a dit quoi comme date au début? 2004. Ah, 2004, tu les fais pas du tout. Quel est ton secret? Donc, du mercredi 4 août 2010, où il est reçu dans l'émission, où il doit parler pour la première fois. Donc, je suppose que c'est à la suite de cette rencontre, parce qu'il était là comme un invité ordinaire. J'avais découpé un article de la Nouvelle République dans lequel j'apprenais qu'il était Grand Prix de poésie des lycéens à l'âge de 17 ans et que c'était à mes yeux quelque chose de considérable et qu'il fallait évidemment en faire un invité de notre émission. Donc c'était la mission pour savoir qui était ce gamin de 17 ans que je voyais en photographie avec le vieux monsieur qui lui avait attribué le prix ou le diplôme, le parchemin. Voilà. Et j'ai donc réussi à trouver le numéro de téléphone de Georges, je crois, peut-être en parlant à son papa la première fois, puisque j'avais trouvé un numéro, je ne sais comment, par l'annuaire, mais j'arrive toujours à retrouver. Je suis fin limier, donc j'arrive toujours à trouver les gens, même disparus dans une botte de foin. Et Georges a été l'invité de cette émission, à l'époque une émission d'1 heure, pendant l'été d'ailleurs c'était comme ça, pas 1h30. Et puis il a dû commencer, je suppose, début du mois de septembre, ou dans ces eaux-là, à faire ses chroniques et à devenir notre chroniqueur en remplacement, donc je disais tout à l'heure, d'Alexis Pochke qui avait eu une durée d'un an et quelques approximativement et qui lui était parti pour un voyage étudiant Erasmus à Chypre, voilà, pendant une année scolaire entière. Georges a donc pris le relais. Un Georges ne ressemble pas à un Alexis, un Vernin ne ressemble pas à un Pochke. Donc c'était quelque chose pour nous qui nous a amené une jolie différence. Et dans toutes les différences, il y a des choses qu'il faut souligner. Et ce que j'ai souligné avec le temps, c'est la vraie créativité, le vrai talent de Georges, non seulement dans des chroniques où il nous initiait au goût de lire et de lire un certain nombre d'auteurs dont il partageait évidemment dont il voulait nous faire partager les goûts, et ça se faisait avec une grande facilité. Et puis il y a eu tout doucement, sur la pointe des pieds, il est venu avec des textes poétiques, donc des pièces courtes à lui, et puis ensuite une forme très intéressante et qui lui convient bien, qui lui sied bien du point de vue de sa création et de sa plume, ce sont des contes. Alors apparemment, on est prêt ce soir à en entendre un qu'on n'a jamais entendu, qui est écrit récemment peut-être, et puis qui sera le dernier qu'on entendra en direct avec la voix de Georges. Après, s'il veut continuer à nous en envoyer par les ondes, mais Georges a le projet peut-être sur Nantes, puisqu'il y a aussi des radios qui se disent libres. Peut-être travaillera-t-il sur une radio libre, qu'on aura un échange de bobino ou d'enregistrement, etc. Comment s'appelle la radio de Nantes? Tu t'es déjà renseigné? Oui, donc on avait dit c'est Prune, il me semble, on en avait parlé. Oui. Voilà, donc il y a une possibilité que je fasse là-bas aussi office de chroniqueur sur Prune. Voilà. Donc on va être parti du coup pour le conte. Donc le conte en question, c'est Selma et le décorateur d'océan, qui est le tout dernier que j'ai écrit, qui va pas être le dernier de tous, mais voilà, qui est le dernier en date d'écrit. Et on va se faire une lecture, comme je vous le disais, à 4, donc avec Estelle, Jean-Denis, toi, Alain et moi. Et derrière, on va commencer par... il y aura des petites musiques qui vont s'enchaîner, voilà, au gré des envies de Gus, mais dont la première que j'avais choisie s'appelle The Island, qui est d'un groupe qui est The Phantom Band, qui est pas très très connu, je crois. Et je trouvais que ça allait bien au niveau de l'atmosphère, voilà. Et donc on part avec, comme le dit à chaque fois Alain, la jolie voix d'Estelle pour commencer le conte. Il était une fois une petite fille qui n'avait pas de papa. Sa maman, punk cinquantenaire sur le retour, était une femme riche qui l'avait faite fabriquer par des artisans tchécoslovaques, à très bon prix.
À mon âge, avait-elle décidé, on s'emmerde plus avec les hommes. Quand on a de l'argent, disait-elle à ses domestiques, et le meilleur aspirateur sur le marché, on n'a plus le temps pour ces choses-là. Les artisans, garants d'un savoir antique, avaient constitué un squelette perfectionné garni de nerfs en fil de nylon, d'un cerveau vide programmé pour apprendre, de muscles de petite fille et tout ce qu'il fallait. Pour le cœur, une quelconque boîte à rythme avait suffi. Un jour, ils enveloppèrent tout cela d'une mixture à base de peau humaine, de cuir, de satin et d'adanas, modelèrent, creusèrent, fignolèrent, et c'est fait dans les temps. La maman fut contente et leur envoya, en plus du paiement dû, une boîte de chocolat et des aspirateurs. Lorsque la petite fille fut livrée dans le salon, elle tourna la tête vers sa mère et dit « Papa ». « Non, Selma, dit la maman en riant, ce n'est pas le bon mot. » Et elle dit « Maman » d'une voix douce. « Papa, dit la petite fille. » La mère s'énerva contre ces bons à rien d'artisans qu'on payait cher pour faire un boulot de merde, c'est quand même un monde. Pourtant, il se révéla que Selma apprenait vite et bien. Curieuse, elle aimait lire, faire du piano et embêter les papillons. Sa mère lui enseigna les anciens rythmes punk et les nouveaux. Selma eut une guitare électrique et faisait du bruit, d'ailleurs ça embêtait les voisins qui étaient au fond de chic type et ne lui en voulaient pas. Mais toujours, elle remplaçait maman par papa. En effet, Selma avait depuis toujours un projet et, vers ses 15 ans, l'idée de retrouver son père commença de l'obséder. Sa mère était plus que vague sur le sujet ou refusait de l'aborder. La petite fille décida qu'à 16 ans, elle serait catégorique. Soit elle obtiendrait le nom de son père, soit elle quitterait la maison. Peu de temps après, un matin au réveil, son lion en peluche lui parla. « Selma, dit-il, tu cherches ton papa. Moi, je sais où il est. Les peluches savent de ces trucs. Ton père, ce n'est pas n'importe qui. Il est décorateur d'océan. » « Ça veut dire quoi ?» dit la petite fille. « Ça veut dire qu'il décore les mers. Il pose les algues où il juge qu'il faut les poser. Il donne aux coraux la dernière teinte, la bonne, avant que les poissons n'y habitent. Il décide de chaque pierre, de chaque grotte. Il rend les océans beaux. Il entretient même les épaves. »« D'accord, dit Selma. Moi, je veux savoir où il est. » « Tu iras demain soir à la gare abandonnée, dit le lion. Emmène-moi avec toi. Ça n'est pas très loin d'ici, à gauche, après la boutique de chapeaux. Prends le train violet, celui qui est tout tordu, et attends qu'il plonge sous la mer. Quand il sera au fond, descends du train. Je te dirai quoi faire. » Le lendemain soir, quand sa mère fut couchée, Selma descendit sans un bruit, une écharpe autour du cou et le lion sur l'épaule. Elle courut, silencieuse, jusqu'à la vieille gare. Il était là, crachant et sifflant dans la jachère, un train violet, tordu et brillant, d'où dépassait, au niveau de la locomotive, la tête d'une sorte de géant coiffé d'une casquette rose. Elle se pelotena dans une couchette sans voir âme qui vive, et le train s'ébranla peu après, dans un bruit de trompette. Ils roulèrent à travers des prairies, des montagnes, pendant quelques jours. Lorsque le train s'envola, Selma eut un petit rire de surprise. Les nuages filaient autour d'eux, puis disparurent. Lorsqu'ils atteinrent l'espace, ils firent halte sur une planète dont le halo vert brillait à des kilomètres. Enfin, après une descente en piqué, le train s'engouffra sous la mer. Selma eut à peine le temps d'admirer les fonds marins qu'il fit halte tout en bas du fond. « Viens, petite fille, dit le lion. » Au dehors, on était sombre et froid. Les algues faisaient autour d'eux leur étrange danse du ventre et Selma aimait bien. Ils marchèrent en ligne droite en soulevant des tourbillons de sable. Le lion regardait autour de lui en disant « ça alors, ça alors, ça alors ». De quelques heures, un immense rocher en forme d'éléphant lorsqu'une voix retentit. « Halte !» dit-elle. « Je suis Yonval, le roi poulpe, et je me demande ce que vous faites ici. » En effet, ils virent surgir un gigantesque poulpe de l'ombre de la pierre. Il avait une couronne de travers sur la tête, une robe de chambre usée, 18 pantoufles et semblait grognon. « Pardon, monsieur, dit Selma, mais je cherche mon père, le décorateur d'océan. Vous savez où il habite ? » « Ah, dit le poulpe avec respect, c'est un grand homme. Il a aménagé ma tanière. Je crois qu'il vit en ermite depuis sa dispute avec le dictateur Crabe. Allez au manoir, à l'est. Vous y trouverez le comte Zeyova, son vieil ami. Il pourra vous renseigner. »
Comme une voix aiguë sortait du rocher en disant « Chérie, qu'est-ce que tu fous à une heure pareille ?» Le roi Poulpe se hâta de retourner dans l'ombre. Ils repartirent. Selma, tendue vers son but, ne prêtait pas attention à la faim, au lion qui semblait tout aussi perdu qu'elle, ni à la fatigue. Bientôt les échos d'une fête leur parvinrent. Un manoir fit son apparition comme on claque des doigts. À son toit, brillaient des ampoules multicolores et sa façade, croulant sous les algues mauves, était magnifique. Aux grilles de l'entrée, 2 carrosses tentaient de sortir en même temps. « Vire ta dorsale du con », disait un cocher requin-marteau à un requin-clou. Il s'ensuivit un combat sanglant dont Selma profita pour se glisser à la porte et l'ouvrir. À l'intérieur, elle se faufila à travers une fête d'une autre époque. Des dizaines de poissons vêtus de redingotes et de masques riaient, chantaient, buvaient sec, sans lui prêter attention. Au piano, un poulpe installait une ambiance de salon, et au mur, des têtes monstrueuses témoignaient des talents de chasseur du maître des lieux. Selma se dirigea d'instinct vers un petit bureau tout au fond. Elle y découvrit le comte, un poisson-chat enfoncé dans un pouf à motif noir qui fumait une pipe si grande qu'elle rasait le sol. « Tiens, dit Selma, voilà un drôle de siège pour un comte. »« Whatever, dit Yova. Les pouf, fauteuils, pouf, c'est moche. Vous, pouf, vous êtes. Je cherche mon papa, le décorateur d'océan, dit Selma. C'est le roi Poulpe qui m'envoie. »« Tiens, Pouf, dit Seyova, vous parlez de Neyabolb ? C'est Pouf Pouf, c'est un ami et je sais où il est. Mais vous prétendez être Pouf, sa fille ? Oui, dit Selma. C'est mon lion qui me l'a dit. Le comte partit dans un rire mêlé à une toux sous-marine de première classe. Très bien. Si vous êtes des soudards qui bossent pour le dictateur Crabbe, je vous préviens, n'attendez aucune pitié de ma part. On vous fera griller la couenne, puf. Il est à l'entrepôt. Descendez au sous-sol, il n'y a qu'une porte. Il travaille. Sous le manoir, ils découvrirent un espace immense où s'entassait tout ce qu'on trouve au fond des mers. Des algues par tonnes, des coraux pas encore travaillés, quelques épaves en mauvais état. Au milieu de ce bazar, Selma aperçut un poisson qu'elle ne connaissait pas. Des lunettes sur le nez, il donnait des ordres à d'autres poissons qui filaient comme l'éclair par centaines. Elle vit des bancs de ces poissons déposer des objets à droite, à gauche, prendre ses ordres auprès de lui et repartir. « Tiens, dit Selma, ça doit être papa. » Le lion, qui ne disait rien depuis des heures, secoua lentement la tête. Selma s'approcha et dit « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, dit le poisson avec surprise. Je suis très occupé. »« Je crois que vous êtes mon papa, dit la petite fille. Je vous cherche depuis longtemps. » Neyabolb la regarda gentiment, des pieds à la tête, avec son lion sur l'épaule et dit « Vraiment ? » ?»« Oui, je m'appelle Selma, c'est mon lion qui me l'a dit. » L'homme, comme le comte avant lui, partit dans un gros rire. « Ma fille ? Je n'ai jamais eu de fille, moi. D'ailleurs, je suis un poisson et vous, pas du tout. Maintenant, laissez-moi, j'ai du boulot. » Selma, le cœur gros, sortit de la pièce, puis du manoir. Dehors, il faisait sombre et froid comme à leur arrivée. Elle commençait à pleurer et se mouchait dans les algues. « dit le lion, je te demande pardon, petite fille. Je n'ai jamais su qui était ton papa. Mais je suis un lion et la terre d'où je viens ressemble au cuir tanné des vieux hommes. On y respire mal, tant l'air vous brûle. Depuis que je suis né, je rêve de la mer. Mes ancêtres lions m'avaient parlé de cet endroit béni, où le soleil ne brûle plus sur les choses, où il fait toujours nuit, froid et liquide. J'avais connaissance de ce décorateur des mers par les légendes, et je m'en suis servi de prétexte. Pardon. » Et puis il s'éclipsa dans le manoir. Selma reprit lentement le chemin vers l'arrêt du train, mais elle se trompa de direction et s'enfonça en marchant, toujours plus loin, dans les ténèbres de la mer. On dit qu'elle y marche toujours et que sa maman, de tristesse, a racheté un nouvel aspirateur.
Bah merci beaucoup à vous tous, hein. Parce qu'il y en avait pour qui c'était une découverte le texte, donc je comprends que les pouf pouf du conte vous aient surpris, mais Jean-Denis s'en est tiré merveilleusement. En fait, il fume juste sa pipe, et donc je savais pas comment l'expliquer dans le texte, et donc il y avait cette espèce de chaque fois qu'il crache la fumée, mais c'était drôle. On a peut-être un petit peu crocheté le texte et Non, les mots. Désolé, pas Georges. du tout, Mais c'était aussi très agréable de le découvrir en même temps que de le lire. C'est Non, ça c'est en fait un beau quelque conte, chose c'est une de- belle histoire. Ouais, c'est- spontané. Tu as été dedans, Maxime? Tu as été dedans, Maxime? De toutes tes oreilles? Oui, si, absolument. C'est vrai qu'on est emporté par le texte. Je trouve personnellement c'est d'une justesse vraiment, vraiment incroyable. Et on s'y perd dans ce monde à la fois merveilleux, étrange et en même temps triste. Et c'est vrai que le texte nous emporte et j'ai envie de dire, c'est un peu le principal. Tant qu'on est pris dans le texte, après tout vient avec et ça permet par la même occasion de se représenter le texte et de se faire une vision et de se créer son petit monde à travers un texte. Et à tout âge, on peut être un enfant. Et toi, Thibaut? Ah bah, moi, je suis un fan. Chanter mes louanges. Thibaut, t'as intérêt à dire du bien parce que toi je te connais, alors je sais où t'habites, vas-y. Tu es un fan, alors. donc, J'allais en faire une, mais Je bon, dis pas je que vais- c'est un pot pourri de mes autres personnages, ce genre de choses. Voilà, ça fait à peu près 1 an que je psychanalyse Georges et donc que je suis en mesure d'affirmer ce soir. Non, moi je suis toujours un grand fan du personnage et de ce qu'il peut écrire, de ce qu'il peut penser, de ce qu'il peut avoir comme opinion et donc non, moi j'aime bien rentrer dans ce monde un peu étrange, un peu bizarre et un peu différent de ce qu'on peut avoir aujourd'hui et puis s'évader un petit peu de notre monde un peu gris dans tous les sens du terme en ce moment, ça fait du bien. c'est vrai. C'est bien. Eh ben, de toute façon, tu es encore en âge de lire les contes. On n'a pas dit ton âge, Maxime, mais tu es un des plus jeunes parmi nous, là, puisque tu as 19 ans. Alors oui, là j'arrive bientôt sur mes 20 ans, donc Bientôt sur les 19 20 ans. ans. Je sais pas encore l'âge de tous les chroniqueurs qui sont avec moi, mais je pense être le Bah plus non, jeune. T'es plus vieux qu'Estelle du coup. On en Donc, a, nous deux. on en a un qui est un petit peu intermittent de la chronique parce que il a des études puis c'est encore un enfant. Il a 16 ans et 1 mois. C'est le petit Tony Daniel qui a écrit la musique de notre jingle pour les chroniques, Chronicle Dream, et qui me rappelait hier, parce que j'ai travaillé avec lui sur une radio concurrente d'une ville voisine, qui me rappelait qu'il avait pas 17 ans, parce que je l'avais appelé pour les besoins de l'émission qui s'appelle Aussi, évidemment, c'est le concept que j'ai emprunté à mon cher Arthur. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, mais lui n'a pas encore les 17, puisqu'il n'a que les 16 et 1 an. C'est notre plus jeune, donc. Et puis, après, Georges, tu t'en vas, toi, tu as quel âge? 21. 21. Voilà. Toi, mon cher Jean-Denis? Ouais, je peux pas le dire. C'est inavouable. Désolé. Et toi, ma chère Estelle, ça ne se dit pas non plus pour une demoiselle? Oh si, mais moi ce qui me fait rigoler, c'est que je suis rentrée dans l'émission quand j'avais 17 ans. Alors ça Oui. correspondait tout à fait avec Tout à fait, pleinement, titre de l'émission. c'est vrai ça. Maintenant c'est plus valable, mais Ouais, Bon. t'es trop finalement vieille. ça a filé, ouais. Ça J'ai file déjà vite, 19, l'âge intermédiaire. ça file vite. Ouais. Et toi, Thibaut, Ah, je suis vieux, 22. un musicologue distingué à 22 ans, c'est bien. Oui. Et puis toi, mon cher Guillaume, que toutes les auditrices réclament à corps et à cri de 18 à 19h tous les jours, c'est Moi, j'ai juste 21 ans. juste 21 ans. Voilà. À 21 ans, c'était l'âge auquel on avait sa majorité de mon temps. Maintenant, c'est 18 ans. Tout le monde ici, quand même, est majeur, donc capable d'entendre les contes de Georges. Alors, tu pourras nous en envoyer par les ondes. Ils sont pas graveleux mes comptes, il n'y a pas besoin d'être majeur. Hein. Enfin, je crois pas. Mais oui, non, bien sûr. Mais en fait, il y a un recueil de contes qui est déjà en travail là. En travail, ça fait sérieux et tout. Non, mais qui est en préparation. gestation. Ouais, plus ou moins. Il m'en manque encore 2 ou 3. Je travaille avec une amie qui est dessinatrice, donc voilà, qui va m'aider voilà. Donc à avoir des dessins sur ces contes et ensuite on fera apparaître un recueil bientôt. Normalement dans l'année, puisque je participe au festival à côté de Chanceau-Préloche, le festival de Gonzague-Saint-Brie, là, la forêt des livres. Donc j'aimerais bien pouvoir présenter maintenant Juego Libertad. Je pense que c'est derrière moi et que le recueil de contes est devant, donc j'aimerais bien présenter plutôt le recueil de contes au festival en août 2013. Voilà.
Pourtant, c'est Juego y Libertad dont on lira dont on entendra lire des textes tout à l'heure. Ben non, en fait, j'ai fait une jonction pour justement pas être passéiste et rester constamment dans les textes que j'ai écrits, qui sont dans le livre, que tout le monde a, voilà. Enfin, que le peu de lecteurs qui me suivent sur Facebook ont lu, pour être plus exact. Donc, non, il y en a 2 ou 3 de ce recueil-là parce qu'ils me tiennent particulièrement à cœur, parce qu'ils ont une raison précisément forte d'avoir été écrits. Et après, il y en aura 2 ou 3 qui seront en prose. Et évidemment, je vais pas être seul à lire, on va faire participer tout le monde, comme pour le conte. Comme ça, comme disait Jean-Denis, le fait de se jeter à l'eau sur un texte qu'on connaît pas. Et j'aime bien cette idée. Voilà. On repart sur un petit nuage de guitare et puis on se retrouve après pour retrouver Georges et la création artistique et poétique de Georges. Alors le premier texte par lequel on va commencer, donc qui est dans Juego y Libertad, qui s'appelle Les Balayeurs, et j'ai choisi celui-là parce que en fait, j'ai à la fois fait un reproche après coup maintenant en relisant le poème avec le recueil avec le recul, c'est que au niveau de la densité des textes, parfois il y en a sachant que c'est déjà des alexandrins, ceux qui en plus sont très longs, c'est vrai que ça peut faire assez lourd à digérer quand on les lit. Et celui-ci, avec le recul, j'aime moins maintenant
textes que je trouve un peu lourds, qui sont en alexandrin et longs, et je préfère ceux qui sont plus simples, voilà. Et donc les balayeurs, c'est tout simple, c'est que je rentrais d'un week-end à Paris, et je vais prendre le train très très tôt, je sais plus quel jour, et je suis arrivé à Austerlitz, je sais pas sur quelle heure, mais enfin vers très tôt, quoi, 6h30, 7h, les premiers trains, et il y avait encore des balayeurs dans un hall, en train de, tout simplement, voilà, de balayer en sifflotant, et qui sont partis le temps que je prenne mon train, ils avaient disparu. Et donc dans le train, j'ai écrit ce texte, et ça n'a rien de, justement, contrairement à certains autres, de cérébralisé, de quoi que ce soit. C'est juste, voilà, j'ai vu des balayeurs dans un petit hall d'Austerlitz à 7h du matin avant de prendre un train. Voilà. Les balayeurs. Dans le ventre gonflé des monstres de métal, ils se pressent toujours avant que sonne l'heure, c'est le calme glacé, aux premières lueurs des gares de la capitale. Et comme je marchais sur le bitume noir, strié de néons bleus et rouges, de crachats j'ai vu des hommes gris, balais au bout du bras, raconter de vieilles histoires. Le visage ridé, le képi de travers, l'aube les écoutait chanter en se levant, et comme ils s'en allaient dormir, le jour venant, la foule envahissait la terre. Dans le ventre gonflé des sombres monuments, loin des cris possédés, Paris chante tout bas, j'ai vu des hommes gris, balais au bout du bras, laver la sueur et l'argent. Donc voilà, une apparition toute simple, parisienne et quotidienne. Merci Jean-Denis. Alors on va enchaîner sur un autre texte. Alors c'est drôle parce que c'est Estelle qui vient de me le rappeler. J'avais eu un projet il y a pas longtemps qui s'appelle Phonation, qui était donc une lecture de texte. Thibaut, je t'avais aussi demandé ton aide parce qu'il avait commencé à écrire des pièces musicales, voilà, pour qui serait en fait. Comment expliquer ? C'était la traduction... Des improvisations, généralement c'était des improvisations, on était parti là-dessus, soit au piano, soit à l'orgue, pour illustrer de manière un peu prise sur le vif les poèmes. Voilà, en fait, ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était désolé, c'est très très pompeux comme formule, la transversalité des arts, c'était vraiment la traduction de mes textes dans des sensibilités totalement différentes et pas en écriture. Donc on a quelqu'un qui est un musicien comme Thibaut, on a la voix aussi de ceux qui lisent, et une voix ça fait une personnalité, ça représente quelqu'un, et sachant que c'est pas la mienne, ils vont se réapproprier mon texte comme ils veulent, leur voix fait ce qu'elle veut sur le texte. Voilà, donc ça m'intéressait, donc j'avais demandé à plein de monde de lire, dont Estelle, et elle m'avait enregistré un poème qui s'appelle Dead of Winter, donc en anglais. Je sais pas pourquoi il a un titre anglais celui-là. Donc Mort de l'hiver. Ça veut dire le cœur de l'hiver en fait. C'est une expression anglaise. Ouais. Dead, ouais. Et elle me l'avait enregistré, donc je vais vous redemander 30 secondes parce que tout ça se fait en direct pour aller voir notre technicien Guillaume, lui donner l'enregistrement, et après on vous lance ça. Voilà. Mesdames et messieurs, une petite musique d'ambiance pour vous faire patienter. Ludwig van Beethoven. Tu avais reconnu, j'espère, mon cher Thibaut. Ouais. Ce sont des pièces qui s'accommodent très bien de la lecture poétique. Oui. C'est sur la première, en tout cas, qu'on a toujours fait lire à nos intronisés ou aux candidats à l'intronisation. D'ailleurs, on le fera avec Maxime. Le poème de Rimbaud, On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, poème intitulé Roman, qui est en alexandrin d'ailleurs. Un très beau poème. Et tellement on oublie que c'est en alexandrin d'ailleurs que on se fiche pas mal d'ailleurs du respect des 12 pieds. On dit on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, puis ça ne choque plus personne. Or, il faudrait dire, comme au 19e siècle, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, comme on disait au théâtre aussi, avec un respect méticuleux et scrupuleux des 12 pieds. Voilà. Et c'est ça qui faisait la musique peut-être du théâtre du 19e siècle et du début du 20e, mais qu'on respecte plus trop aujourd'hui. La poésie libre nous ayant habitués à laisser tomber ces histoires de vers contraints par la durée des pieds, des petits et des grands pieds. Ça rebute un peu les gens des fois, c'est vrai. Ouais. La diction un petit peu saccadée, un peu trop... Oui, mais parfois voilà, ça donne de joie, ça donne de très jolies expériences. Notamment, il y a un bourgeois gentilhomme qui a été remonté il n'y a pas très longtemps à Paris, éclairé à la bougie, en costume d'époque et avec... en parlant le vieux François, et donc là tout d'un coup le texte s'éclaire d'une manière tellement plus belle que quand on le parle avec notre pauvre accent actuel.
Ça existe aussi en musique quand certains musiciens anciens, enfin gens de la musique d'aujourd'hui qui jouent de la musique ancienne, la jouent sur des instruments anciens plutôt sur des instruments d'époque, plutôt que sur des instruments d'aujourd'hui. Voilà, les gens qui jouent Bach au clavecin, comme ça devrait l'être, au lieu de le jouer au piano. Et beaucoup de gens qui se rendent compte tout d'un coup que tiens, ça sonne quand même de manière plus intéressante. Alors mon cher Georges, qu'y a-t-il maintenant à notre programme ? Ce que je vous disais, donc le poème Dead of Winter, donc au cœur de l'hiver, que m'avait enregistré Estelle gentiment pour le projet Phonation, et je sens qu'elle a envie de dire un truc. Non, j'ai un peu d'appréhension parce que je l'avais enregistré sur un iPhone il y a 1 an, alors je sais absolument pas ce que ça pourrait donner sur les ondes. Donc on va voir ça. C'est toi qui me demandais, t'assumes. Vas-y Gus, quand tu veux. Dead of Winter. De temps en temps, je vais dans la nuit de l'hiver. Sur l'escalier de bois où rêvent les poussières, je pose un pied. Le froid me saisit la cheville, et la rampe glacée brûle mes doigts de fille. Les murs sont sales, gris, tachés de traces brunes. Cafards et araignées, blattes et bêtes diurnes, ont tripes et boyaux, tout en éclaboussures, victimes d'un mouchoir ou bien d'une chaussure. Un carreau me sourit, une trappe en cadence cogne sur le plafond rauque de ma conscience. Au son halluciné de clameurs carcérales, les barreaux de mes murs changent de diagonale. Le plafond, écrasé de poutres colossales, descend et sur mon front pose son dernier râle. Les dalles accrochées sous mes pas, je me glisse, au second escalier, 3 marches qui frémissent, à mon pied familier, à mon ombre légère. Une ampoule à leurs joues disperse sa lumière, et puis je sens frotter contre ma peau à vif l'âpre rugosité du plancher corrosif. En briques désossées, la cuisine m'accueille. Ne reste que la porte à ouvrir, puis le seuil. Une table est posée, mastodonte, chimère, gigantesque fatras de bois verni, de fer. Elle trône et sujet d'une princesse obèse, les verres et couverts s'épient, les vieilles chaises ont pour leur tenir chaud des coussins de velours. Au mur, les plats brillants sont comme des tambours, dont les ventres seraient d'or tendu et de cuivre. Et sur la cheminée des bols verts, bleus, des livres. Une horloge m'a vue et sonne le quart d'heure. Quelques dessins d'enfants, un gros lion, une fleur, me semblent être des yeux qui cherchent les vestiges de l'enfant que j'étais, mes douleurs, mes vertiges, et le malheur divin qui sourdait dans ma prose, avant que de tomber dans l'adulte cirrhose. Je suis seul, ignorant mes plaintes, mes suppliques. Ils scandent ce menteur qu'on jette aux hérétiques. Ô meuble édenté, décombres qui s'effritent, vieille harpie, démon lancé à ma poursuite, ce sont vos traits hideux que je fuis, car vos voix me chantent le passé, le calvaire, la croix. Me chantent le passé comme on attise un feu, pâle, je me souviens que j'étais malheureux. Où je rêvais, enfant, d'avoir une famille, la mienne, dispersée, déracinée, brindille, au gré des vents mauvais, ne me suffisait pas. J'étais seule, toujours seule. Ni maman, ni papa ne pouvaient rien savoir des grandes steppes blanches où mon cœur dérivait, où mon âme se penche. Encore certains soirs où, quasi nu, transi, je foule le gravier de mes démons la nuit. Alors je suis partie, les yeux pleins d'avenir, à l'oreille le son grave des souvenirs. Au dehors, je n'ai plus ni repère, ni place. Le vent gonfle les arbres et me porte, m'enlace. Il essaye d'entrer et se brise en douceur au seuil de ma maison, à son front de chaleur. Et puis il me déploie, apaise ma violence, soulage mon cœur noir de blanche résonance. C'est très beau, c'est même magnifique. Et je vous demande, auditeurs, dans quelle station de radio, dite libre, et dans quelle émission vous entendez cette qualité-là. À la fois la qualité d'un texte dit, lu, par une belle jeune fille qui fait sa lecture sur un iPod, c'est ce que tu nous as dit. Voilà. Je trouve ça cool, la rencontre de l'Alexandrin et de l'iPhone, une espèce de, tout à fait. Paradoxe. Et puis ces alexandrins si beaux, si mystérieux, si perfectueusement écrits, qui sont là, puis qui ajoutent au mystère de cette poésie. Et c'est vrai que je l'avais choisi parce que je l'avais trouvé remarquablement bien écrit, et il m'avait aussi touché par sa noirceur aussi.
une espèce de concept de décrire une espèce de maison interne, j'en sais rien. Je sais pas trop comment j'avais interprété ça, mais en tout cas, il m'avait touché et c'est pour ça que je l'avais choisi. Alors vous êtes dans une émission, donc je disais sportive, vous êtes dans une émission sportive qui défend la culture et la poésie, parce que c'est du sport. Le sport des neurones. C'est du sport de combat à l'heure actuelle. C'est du sport de combat à faire des émissions et à les maintenir des émissions comme celle qu'on fait là ce soir, voilà, avec des gens comme Georges et des gens comme Estelle, et comme Jean-Denis, comme Maxime, et comme Thibaut et comme Guillaume, voilà. C'est beau, voilà, c'est beau. Écoute, il est 20h, j'entame ma dernière demi-heure à campus, voilà. On pourrait peut-être se passer un petit morceau, et puis ensuite c'est là que je me mets à poil et que je danse sur la table, je pense. Histoire de marquer ça y est, on y vient. C'est ça qui est génial, les auditeurs n'ont pas de webcam encore, donc... Non, mais... On a Ça la sera un convenu show que privé. Jean-Denis serait le commentateur de cet événement privilégié. Il va vous dire dans les moindres détails ce qui va se passer. C'est un combat, je décrirai tout. On va continuer peut-être avec la guitare du trio de Cristobal Pazminos, si vous le voulez bien. Et ce sera le 3e morceau pour vous, mais je trouve que ce soir, c'est une résonance poétique particulière. C'est presque mystique comme émission ce soir. Voilà. Au moins, on va tous finir à genoux. Tu vois à quoi tu assistes, Maxime, pour ta première intronisation, hein? Oui, il y en a un qui part, un autre qui revient, c'est beau quand même. C'est très beau, ce mouvement de va-et-vient. C'est sportif. Bah, il fallait au moins une blague graveleuse. De toute façon, ça faisait au moins une demi-heure qu'on n'en avait pas dit. Ah, mais que serait cette émission? Que serait ma dernière sans une bonne blague graveleuse d'Alain? C'est vrai. Allez, Alain, mets le paquet pour la dernière demi-heure, s'il te plaît. Ah ben, non, tiens qu'à toi, tu me le demandes, tu insistes, je mets le paquet. On va avoir l'ONU qui va débarquer là.
Voilà, donc on continue avec... maintenant, on va se faire encore 2 lectures de texte. Donc, c'est 2 qui me tiennent particulièrement à cœur. Ils sont pas dans Juego Libertad, dans le premier recueil. En fait, c'est... je suis désolé, quand je respire, on dirait, je sais pas, un dinosaure. Mais en fait, c'est parce que j'ai très mal à la gorge. C'est donc, qui sont pas dans le recueil, c'est de la poésie en prose. Et oui, Alain, je suis tombé moi aussi dans cette facilité. Et le premier, donc, qui s'appelle Une paire de jambes à la fraise, j'ai choisi de le lire parce que... Pourquoi ? Je n'en sais rien. Pour révéler ton côté anthropophage ? C'est possible. Non, pour une espèce de nostalgie, voilà. Suite à une rupture d'il y a 2 ou 3 mois, j'avais écrit ce texte en fait pour Chloé, donc mon ex. Et maintenant qu'on a retrouvé une espèce de d'équilibre, on n'est plus dans l'affrontement sauvage qui suit généralement les semaines et les mois d'après. J'avais écrit ce texte en fait juste après l'avoir rencontré, donc c'est une façon aussi un petit peu de me réconcilier avec ce passé, voilà. Et sachant que ce texte n'est nulle part, je crois pas l'avoir mis sur le net, il est pas dans le recueil, je l'ai jamais lu, donc ce sera une occasion de le lire. Et on saura ce soir que la paire de jambes de Chloé était à la fraise. Très exactement. C'est génial. Voilà. On en apprend tous les jours. La fuite, refrain sournois des crucifiés. Loin de moi, loin des autres, je retourne à une paire de jambes à la fraise. Tes jambes, l'étendage de tes jambes, dans la pièce de ton sourire, où il fait chaud. J'y pends mes monstres mouillés, mes grelottements de singe. La tête entre 2 rives, je porte en coiffe une chose perdue, et la seule chose qui compte, l'innée douceur. Ré, mi, fa dièse, la nuit trapèze, 2 cigarettes dans une ruelle valent mieux qu'une. Ré, mi, fa dièse, sur tes côtes. On va tout casser la baraque. On va réveiller Ernestine. On lui dira ce que c'est le métronome de toutes les musiques. Souviens-toi surtout, le monde entier, complice du crime. L'orage, les bateaux au bar, les rats de la berge bleue. Le monde entier nous aime. Une seule fois. Le reste du temps, le fil s'étire. On scotche, on colle, on pleure. Et il casse. Beau. Il est un peu douloureux celui-là parce que je me suis rendu compte après coup que je l'ai écrit juste après l'avoir rencontré et que j'avais déjà anticipé le moment où le fil casse, quoi. C'est pour ça que je l'ai choisi. C'est bizarre cette espèce de pressentiment de la fin comme ça dès le début. Est-ce que tu es comme moi finalement, chaque fois que je commence une histoire d'amour, en la commençant, je pense à son final. Parce qu'on perd jamais de vue quand on a été échaudé une fois ou deux, puis qu'on n'a pas 14 ans et demi, quoi. On sait bien que toute chose commençait à une fin. C'est ça qui est beau d'ailleurs. Hélas. Quoi, la fin ou le commencement ? La fin. Enfin, se dire que quelque chose a une fin, je trouve que ça rend les choses plus... Ah oui, oui, non, oui, certainement. Bon, en un sens, oui, parce que tu sais pas la durée. Ça mais rend tu les sais choses qu'il y aura précieuses, une fin, quoi. mais C'est vrai. bon, une belle histoire d'amour qui dure est toujours bonne à prendre et moins douloureuse qu'une petite histoire qui casse, quoi. Voilà. C'est la durée maintenant. Après, évidemment, qu'il vaut mieux une belle histoire d'amour de courte durée qu'une pauvre histoire qui s'étiole toute une vie ou une vie entière, quoi. C'est comme certains les vivent. Avec la routine. Avec la routine, ajoute Estelle. Mais tu en es à toutes premières histoires d'amour, toi, ma chère Estelle ? Non, pas exactement. Non. Dit-elle avec un regard tout à fait innocent, en plus que les ailes et l'auréole. Et toi, Georges, alors, l'amour, ça va ?
Bah ouais, l'amour ça va, là. Alors, chez un poète comme toi, est-ce que la création est plus facile en état de manque d'amour ou dans l'amour même parce qu'on dit aussi que la douleur peut amener pour la création constituer un terreau plus favorable que celui de la grande joie ou du bonheur permanent. Bah, ça tombe bien que tu me poses cette question parce que je suis un grand torturé. Non, en fait, je pense que dans les deux cas, c'est positif, mais disons que la douleur du manque d'amour, elle est plus prolifique, c'est tout. Alors que le fait d'écrire, parce que justement on est amoureux et qu'on exulte de cette sensation-là, elle est prolifique, mais sur une très très courte période, quoi. Après, il faut absolument faire marcher l'imaginaire à toute turbine parce que finalement, le quotidien ne suffit pas. Donc, c'est comme les présidentielles en fait. Il y a une espèce d'état de grâce pendant quelques mois et puis ensuite ça retombe et là, si on fait pas tout ce qu'on peut pour au moins essayer d'avoir quelque chose qui ressemble un peu à l'état de grâce, ben non, on n'écrit pas, quoi, on n'écrit plus. Enfin, c'est ce qui m'arrivait là à la fin de la dernière relation, c'est que il y a quelques mois où je sentais que je n'écrivais plus, que je n'y arrivais plus parce que justement on s'encroute et puis voilà, quoi. L'écriture se nourrit pas de choses fades, donc voilà. J'espère qu'elle écoute pas parce qu'elle va me buter. C'est du boulot, inspiration. Qu'en penses-tu, Maxime? Es-tu un sportif de la chose amoureuse ou des sessions amoureuses ou des amours qui durent? Non, pas spécialement. Mais, enfin, pour le moment, j'ai d'autres priorités, notamment la préparation de chroniques pour cette émission. Voilà un garçon sérieux. Sérieux. J'ai envie de dire mensonge. Il est en train de te dire que tu ruines sa vie sexuelle, Alain, quand même. Hein. Non, il est en train de me dire qu'il est un séminariste qui dévoue entièrement son corps et son âme à la chronique qui va se donner sur Mais genre, Tout à fait. Ça va être un investissement plein pour la chronique. Et je ne vais penser qu'à ça ces prochains jours. Merci mon frère. Putain. Et ma sœur Estelle, alors tu t'es levée pour aller par la Guillaume. Vous avez prévu quelque chose dans les temps qui Commence viennent? pas à appeler tout le monde ma soeur, mon frère. On va croire qu'on est une secte. C'est plus personne va vouloir venir. Hein, donc, J'avoue, en nous plus, sommes une vu secte. l'ambiance de l'émission ce soir, les auditeurs vont vraiment se demander. Mais, On va avoir une vague de suicides sur toute la ville. Écoutons sœur Estelle. Vas-y. Merci frère Georges. Non, j'avais préparé un petit morceau au cas où on aurait le temps de le passer. Oui. Qui n'est pas très gai et qui est un peu mystique d'ailleurs. Donc voilà, c'était. Est-ce qu'on a le temps de le passer? Oui. Bah, pour célébrer la fin du monde. Parce que vendredi soir, c'est la fin du monde. Je sais pas si vous y croyez. On est bien obligé. Vendredi ou un autre jour, hein, de toute façon. On est bien obligé. On va bien y Maintenant, passer un jour. ça n'est pas parce qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas qu'elle viendra ou qu'elle ne viendra pas. Ouais. Cela dit, moi, j'ai quand même mon esprit, cartésien qui travaille. C'est quoi l'idée en fait? Est-ce que c'est que d'un seul coup tout explose comme ça? Eh Ouais, ben, on va se prendre une planète dans la gueule ou Alors en j'en sais fait, rien, ça dépend des théories. Les Mayas, contrairement à ce qu'on peut croire et à ce que tous les médias annoncent, ils n'ont pas annoncé la fin du monde, ils ont annoncé la fin d'une ère. Une espèce de mutation qui aurait lieu ou un changement d'environnement ou j'en sais. Ou peut-être que samedi matin on va tous se réveiller avec un troisième bras ou un truc comme ça. Ah, ils sont plantés, c'était plutôt. Si on peut demander de quel membre on veut être doublé ou triplé, moi je suis d'accord. Deuxième blague grivoise. Est-ce qu'il faut envoyer ses vœux au Père Noël? À qui faut-il les envoyer? Je l'envoie tout de suite. La fin d'une ère, ils sont plantés. C'était en avril le retour de la gauche. C'est vrai ça. Faudrait qu'on aille tous dans l'autre du coup. Ouais. Et cette petite chanson, alors, elle est de qui? De Skeeter Davis, une chanteuse de country pop américaine des années 50-60. Elle va donc chanter dans sa langue américaine? Tout à fait. Et elle dit quoi, grosso modo, si tu veux nous dire en fait, ça parle plutôt justement d'une histoire d'amour. Elle raconte que pour elle, c'est la fin du monde parce que son cum et elle, c'est fini, quoi. et voilà. Non, elle est vraiment prenante, cette chanson. Elle est très triste, vraiment très triste. Alors, est-ce qu'on se l'écoute maintenant ou pas? On se l'écoute et on pleure tous ensemble. On se l'écoute et on pleure tous.
Et on ouvre le gaz. Ça, ah bah ça change de à poil et on se caresse. Why don't we have song right now? I think it'd be very appropriate at this point. And this is almost the end of the show, but she sings of the end of the world. Let's watch it. Why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why do the birds go on singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand, no I can't understand how life goes on the way it does. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you said goodbye. Thank y'all very much. Thank Je suis en train de lire On l'a l'article, c'est retrouvé magnifique. dans nos archives et je l'ai fait circuler autour de la table, le bel article de la Nouvelle République, signé Jean-J.B. Molinier de la NR du 11 septembre 2008. Georges Vernat, poète de grande classe, où évidemment on voit la photo d'un jeune homme très très poète sorti des brouillards de la poésie et accueilli On par dirait que le début de la gloire lui fait vraiment peur. par un vieux monsieur. Ah ouais, non, mais là, un je suis vieux monsieur terrorisé, là. On voit que mon utilisation de Il vient de l'élixeur se était lever, là. intensive. On voit que je rentre de Tunisie parce que j'ai un vieux chèche pourri. Et je tiens mon rouleau d'une main désabusée. Influence Tokyo Hotel peut-être. 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 Un peu. Et Estelle, on va pas s'entendre du tout. Tu vois, après l'émission, je vais te... Alors, non, ce que j'aime beaucoup, c'est la citation magnifique. J'écris depuis l'âge de 7 ans, mais je gardais ça pour moi. Madame Désira, ma prof de français, m'a dit que c'était égoïste de ma part. Et grâce à elle, je partage à présent mes écrits. Ouais, donc, putain. C'est une tranche de vie, là. Ouais, c'est ça, c'est... C'est Non, c'est beau, grandiose. c'est émouvant. C'est émouvant. Et j'ai retrouvé, donc, en cherchant dans mes petits tiroirs, donc, ce fameux mes notes de préparation de l'émission du mercredi 4 août 2010 que vous entendrez, chères auditrices, chers auditeurs, la semaine prochaine à 19h avec un petit texte que j'écrirai pour la circonstance, pour la présentation de ces premiers mots de Georges qui nous disait le poème d'ailleurs, c'était toi qui avais introduit notre petite habitude de lecture pour les nouveaux, le poème de Rimbaud, et puis Léo Ferré qui chantait les poètes de 7 ans, et puis un certain nombre, enfin une petite interview de Georges, plus jeune de 2 ans, et c'est émouvant de retrouver sa voix, ce qu'on disait en entrant dans une émission que tu vas quitter ce soir à 20h30. Il te reste 13 minutes d'antenne sur campus. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire pendant ces 13 minutes? Bah, je pourrais faire comme dans Good Morning England, dire un mot interdit, ça serait cool. Ouais. Sauf qu'il y en a plus vraiment, parce qu'on Non. on a dû sortir Ah, non. 3-4 putains depuis le début de l'émission déjà, donc le fameux fuck, qu'ils prennent un malin plaisir à sortir dans le film. Que le conte prend voilà, plaisir à C'est ça, sortir. le fameux En, conte qui... en prétendant que son micro est éteint et oups, il avait oublié. C'est ça, j'aurais pu à la limite ouvrir ma braguette comme le faisait l'autre. Oui, le classe. l'autre, exactement. Sauf que j'ai des Comment boutons, donc s'appelle-t-il ça marche pas non plus. On n'aura pas le zip et ce sera moins jouissif. T'as des Bah, tant pis. boutons. C'est sexy, là.
Ah oui, des boutons. Oh non, Thomas, moi, moi, je pense. Non, mais dans ma tête, ça faisait syphilis ou des trucs comme ça. Non. Moi, en je fait, pense- j'avais je pas pensais envie de un petit propager mot mon pour- chlamydia là dans le studio. Je me suis dit que ce serait malvenu. Ah, et- je pensais un petit mot pour la postérité, moi, personnellement, un truc un peu enlevé. Non, ça. On décolle gravé pas. dans le marbre, etc. Voilà, mais on décolle pas là aujourd'hui. Bah, si, non, mais il y a la citation de Vian que j'avais envie de sortir à chaque fois, quasiment à toutes les émissions, j'avais eu envie de la sortir et j'ai jamais pu. C'est quand même incroyable. C'était il y a deux façons d'enculer les mouches, avec ou sans leur consentement. C'est Voilà. une belle citation, je l'adore. Je la trouve géniale. Extraordinaire. Donc on pourrait. Non, on ne décolle plus. C'est fini, on s'est écrasé Ça là. parle de mouches. Voilà. Bon, alors donc on va partir sur le dernier texte. Ouais, on finit sérieusement alors. Voilà. Alors le dernier, il s'appelle Le voyage vers la mer. Je l'ai écrit il y a une semaine ou deux. Et c'était une espèce d'anticipation justement où voilà, je sentais que j'allais partir et que j'étais quasiment dans ma tête déjà parti de Tours. Et donc je suis allé me balader dans les rues, tout simplement, de Tours, voilà, la rue nationale, dans mon quartier, et puis après sur les quais de la Loire. Et en rentrant, j'ai écrit ça. Voilà, donc c'est relativement simple. Donc le voyage vers la mer. Hier, je promenais l'enfant au boulevard, entre les magasins qu'on avait maquillés d'ampoules qui brillaient, vilaines, dans le noir, frileux spectres fluo, gorgés d'un père mouillé. Dans la rue, je croisais des ombres familières qui me suivent toujours depuis l'appartement. Au 26, où j'ai vu quelques mois en arrière, un soir sous mon carreau, la bête sur le flanc, qui gisait. Pour ne pas retrouver sa dépouille, j'ai fui, sans me hâter, les débordements noirs que font les animaux que la tristesse rouille et qu'on entend vomir leur joie sur les trottoirs. Ma ville, mon enclos, en ta minable zone, aux ruelles tordues qui feignent l'aventure, j'ai promené l'enfant. Il te faisait l'aumône d'une vision, d'un chant, dans leur silence dur. Mais tous les bars sont laids, les bancs sentent la pisse, l'herbe est grise, les murs suintent de fumée rance. Quelques putes vous font pas trop cher un calice qu'on a souillé 100 fois de bave, de semences. Et sur les avenues 3 par 3, quelques dindes, parce qu'elles ont connu des amours des deux sexes, se remontent le string en braillant qu'elles sont dingues. J'ai fui, toujours plus loin, dans cette cour annexe que font les pauvres quais qui encerclent la Loire, où des barques crevées gisent dans le courant. Les algues, les oiseaux m'ont ramené au soir où je riais. Bientôt, je me sentais vivant. Et puis, comme fuyaient les minutes, les heures, j'ai pu relire en moi tous les instants passés. Les souvenirs grondants ne me faisaient plus peur. J'ai pris la bête au sol et je l'ai enlacée. À 8 heures, les bras chargés de nourriture, j'ai retrouvé sans bruit ma boîte sans mystère. L'enfant dort, il n'a pas enlevé ses chaussures. Sa ville disparaît, il marche vers la mer. Beau. Beau. Une balade dans Tours. Voilà. Ouais, oui. Donc on peut s'imaginer que dans des villes comme Tours et comme ailleurs, des jeunes gens, des jeunes filles se promènent la tête dans les étoiles et chargés de beaux textes, prêts à les voir publiés, prêts à les donner à entendre sur des radios qui ont envie de dire quelque chose. Et voilà, et ça fait du bien de s'imaginer ça, qu'il y a de tout pour faire un monde, et que dans ce monde où des fois on se sent si seul, si isolé, on sait que à quelques encablures, quelqu'un vous ressemble, aime la poésie comme vous, aime la musique comme vous, c'est rassurant. Ouais. On se sent moins seul. On a beau être 7 milliards sur la Terre, on a quelquefois le sentiment d'être seul. C'est un sentiment très humain. Puisqu'à la limite, peu importe la rue, c'est le ressenti dans cette rue qui parle, quoi. Enfin, je pense que quelqu'un qui écrirait ça à n'importe où, à Paris, à Nantes, ça me parlerait aussi, parce que Toutes les villes ont cette rue-là. c'est vrai. Toutes les villes ont une rue comme ça, un peu étrange. Avec les lampions et les musiques de merde. Surtout les musiques de dans merde les en ce haut-parleurs. moment. Ils ont mis le paquet, hein, t'as vu, pour les derniers jours, là, juste avant Noël. Ah oui, c'est les remixes de Tchaïkovski, là, j'en peux plus. très là, très c'est- violent. Hein. On saigne des oreilles. Sortir un fusil, les dégommer les uns après les autres, les trucs.
En tout cas, bon, cette heure et demie où on aura évoqué les grands sentiments qu'on a eus pour toi, la belle amitié que tu nous as donnée, la confiance qu'on t'a faite et qui nous a été rendue, tout ça, ça va nous laisser un beau souvenir, le beau souvenir d'un joli passage comme celui d'une comète. Alors elles ont une durée, puis elles s'en vont. Mais elles reviennent quand même. Longtemps après, quand on n'y est plus peut-être. Oui, mais elles reviennent. Oui. Il faut se dire, elles reviennent. C'est ce qu'on va se dire. Mais en tout cas, tu auras marqué notre belle émission. Et puis, moi, je suis personnellement très, très triste d'avoir à ne plus te voir d'un seul coup mercredi prochain et à penser que 2 ans, ça passe si vite, quoi. C'est vrai. Vous faites du pathos pour faire de l'audience ou... Pleurez avec nous. La ménagère de moins de 50 ans a déjà décroché. Non, les midinettes se sont suicidées. Tout le monde. Bah non, faut qu'elles attendent le 21, sinon c'est pas drôle. Faut que tout le monde le fasse en même temps. Voilà. Non, mais oui, non, moi c'est pareil. Il y a une tristesse, mais évidemment. Mais en même temps, voilà, c'est une chance. Et puis, je considère que c'est vraiment une chance, ouais, d'avoir. Tu m'as donné la possibilité comme ça de parler dans un micro, de présenter des auteurs. J'aurais volontiers fait Cravant si j'avais eu plus de temps, mais comme on l'a dit, je pourrais t'envoyer des chroniques de Nantes. Et puis voilà, faire des partenariats. J'ai vu que l'autre fois vous retransmettiez en direct des autres radios campus, donc peut-être communiquer par cette voie-là. Et puis voilà, de toute façon, tu m'as transmis l'amour de la radio, donc j'arrêterai pas de sitôt. Puis le flambeau est passé pour Cravant à notre cher Maxime. La toute dernière phrase, si tu veux, comme ça je clôt sur un truc. J'avais pensé à une citation de Saint-Exupéry qui est il faut être très indulgent avec les grandes personnes. Voilà. Merci mon cher Georges et bon voyage vers la côte ouest et vers Nantes, la belle ville, Nantes, la mer, la ville de Barbara, Nantes, la ville des grands rêves de départ et de Jules Verne, bien sûr. Et puis rendez-vous à nos chères auditrices, chers auditeurs la semaine prochaine à la même heure, 19h à 20h30. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, donc pour cette rediffusion de la toute première émission que tu as donnée à Radio Campus, on n'est pas sérieux, le mercredi 4 août 2010. On va dire au revoir à tous ceux qui étaient autour de la table et merci. Merci tout d'abord à notre cher artiste technicien, lui aussi sportif et artiste dans l'âme, notre cher Guillaume. Merci Guillaume. Merci à toi, tu voulais entendre ma voix en fait. Oui, ta belle voix. Bon merci alors. Merci à Thibaut qui s'est déplacé, qui est descendu de sa tour d'ivoire et de musicologie. Merci Thibaut. Et rendez-vous samedi matin à 11h. Dans une tour d'ivoire, c'est quelqu'un qui adore partager sa passion pour la musique. Qu'est-ce que tu présentes comme programme samedi matin? Samedi prochain, ça sera un programme spécial Noël, enregistré mais spécial Noël. Spécial Noël. Donc toute la musique un peu religieuse, traditionnelle, folklorique autour de Noël. Merci Maxime pour ta première apparition et voilà, on souhaite qu'il y en ait pendant très longtemps et autant de temps que Georges et d'autres dans cette émission. Merci à vous déjà de m'accueillir parmi vous et je vais tenter d'une certaine façon de reprendre la relève de Georges en le remplaçant sans pour autant parler des mêmes choses, mais je vais tenter d'apporter un peu de mon savoir et de mes connaissances et de les faire partager avec les auditeurs qui, j'espère, les apprécieront. Et seront de plus en plus nombreux. Ma chère Estelle, merci à toi qui te reste un acte en écoutant les beaux propos de notre nouveau Maxime. Oui, je t'ai même pas dit bonjour d'ailleurs, alors bonjour, au revoir. Merci Estelle. Et toi, ça fait donc combien de temps que tu es avec nous? Oh, ça fait presque 1 an et demi. Ouais, c'est ça, 1 an et demi. Quelle vitesse! Merci à cher Jean-Denis qui lui est tout récent mais qui a démarré sur les chapeaux de roue avec sa belle voix théâtrale et radiophonique et puis qui s'apprête à nous faire goûter l'art du théâtre et la poésie théâtrale par des lectures et peut-être par des mises en scène radiophoniques dont il nous délivrera l'art et le talent puisque je suis persuadé qu'il en est plein. Merci à Georges, mon ami Georges, et puis écoute. Merci à toi. Puis on se reverra un de ces jours. Voilà, n'est qu'un au revoir, mes frères. Ce n'est qu'un au revoir.
Ce qu'il faut lancer maintenant comme appel, puisque il faut bien qu'on crie de temps en temps, on manque de chroniqueurs, alors peut-être... Non, je me laisserai pas faire. Arrête, Estelle, arrête. On souhaite que vous nous entendiez nombreux, mais que vous répondiez surtout un petit peu nombreux. Donc, chroniqueurs débutants, ne pas s'abstenir. Et puis, quelqu'un aussi pour prendre les manettes du pupitre technique, puisque je suis là-dessus particulièrement handicapé, que je ne me vois pas continuer ou pouvoir continuer une émission sans une aide technique qui est pour moi l'essentiel, je veux dire les 50% d'une émission. Donc pas de technique, pas d'émission, et ce serait dommage. Alors ceux qui nous entendent, venez, c'est 1h30 de bonheur, vous l'entendez, et ce serait dommage qu'on ne puisse pas continuer puisque l'émission va fêter bientôt ses 4 ans. Donc dommage qu'elle s'arrête là, quoi. Ou qu'elle puisse s'arrêter là. Voilà. Alors, la semaine prochaine, on va se retrouver. Il y aura au moins celle-là en plus. Donc, autour de Georges. En attendant, écoutez, passez de bonnes fêtes de Noël, mais offrez des cadeaux intelligents, offrez des livres, offrez de la poésie, offrez de bons films sur vos cassettes pour vos soirées entre amis, etc. Allez au théâtre voir les bons spectacles, offrez de bons disques, de bonne musique. Des sextoys, des boules de geisha. N'oubliez pas ces cadeaux-là, n'oubliez pas ces cadeaux-là non Si plus. je peux me permettre, le sextoy dans la rue où j'habite, rue des Cordeliers, où les gens sont très sympathiques et même l'intérieur est finalement assez cosy. L'intérieur du sextoy. Ouais. Shop. Bah ça, du sex shop, Non, mais j'avais mal que t'arrives compris. style Estelle. Il a vraiment de drôle de vie, celui-là. Assez cosy. Tu donc, m'étonnes qu'il écrive allez-y, des contes un peu bizarres. Voilà, Historiquement, c'est le premier. Pour la petite histoire, c'est derrière le Grand Théâtre de Tours, n'est-ce pas? premier sex shop Le de premier Tours. sex shop de Tours. Ah ouais. Malheureusement, il risque d'être appelé à disparaître puisque la crise économique aussi balaye ces activités économiques-là. C'est bien dommage. Et c'est bien dommage. Moi-même, On- j'étais une fervente cliente de on cet peut regretter. établissement. Ah, c'est toi qui m'a parlé là, fille? m'a dit la petite brune. Ça dérape coupé. Non mais on construit les maisons de retraite près des cimetières pour gagner du temps, et ben on construit chaque shop près des théâtres aussi pour en gagner du temps. Mais vive l'amour, allez, vive l'amour et qu'il dure toujours pour tous. Voilà. À la semaine prochaine, mercredi, pour l'émission consacrée à Georges, une nouvelle émission consacrée à Georges. Et en attendant, rediffusion ce dimanche matin, 11h30, à l'heure de la messe, et vous y serez tous.